Mesdames, Messieurs, alors avant de commencer, je vous remercie d'être présent. Je voudrais juste faire une petite annonce technique. Est-ce que certains d'entre vous s'opposeraient à ce que cette causerie, cette table ronde, soit retransmise cet après-midi sur Leapfly entre 15h et 16h, qui est le circuit interne? Voilà, on ne va pas vous faire signer des autorisations de diffusion un à un, mais je préfère vous prévenir et savoir s'il y avait des gens qui s'y opposaient. Non. Voilà. Donc merci d'être. Comment vous ne pouvez pas, parce que vous avez accepté les conditions du jeu sans savoir jusqu'où elles allaient. Alors, vous allez peut-être vous présenter et après je dirai un Alors mot. oui, ça marche. Oui, bonjour, je suis Ça marche David encore Lizière, mieux. directeur des médiathèques d'Issy-les-Moulineaux, et je remplace l'intervenant initialement prévu, qui était Michel Fauchier, qui est président de l'Association pour la diffusion des documents numériques en bibliothèque. Alors, quel est notre objectif aujourd'hui? La raison pour laquelle vous êtes là, c'est que nous parlons de quelque chose qui n'existe pas. Si ça existait, peut-être il y aurait moins de monde, on ne sait pas. Donc c'est ce paradoxe. Et donc c'est aussi quelque chose qui correspond à, sinon à des attentes, du moins à des interrogations. Et c'est pourquoi, dans le temps qui nous est imparti, il y aura une petite part introductive de votre part et de la mienne, mais l'essentiel, ce sera un dialogue avec la salle par rapport aux questions que vous vous posez et aux réponses qu'on peut apporter, ou si ce n'est des réponses, du moins les autres questions que nous nous posons à ce sujet, enfin les problématiques dans lesquelles nous nous insérons. Voilà. Alors, vous connaissez Sophia par nécessité de sévice, si j'ose dire, mais la question est donc posée. Pourquoi cette question nous est-elle posée sur le livre numérique? Elle nous est posée par un besoin d'exploitation du livre, mais elle nous est aussi posée par une interrogation sur les termes mêmes de la loi. La loi sur le prêt qui dérive, qui applique, mais qui ne fait pas que cela, mais qui applique notamment la directive de 92 et qui s'appelle une directive sur le prêt et de location. Donc on comprend bien qu'il y avait déjà une petite ambiguïté. Les termes mêmes de la loi du 18 juin 2003 parlent d'un droit qui est constitué pour l'auteur à partir du moment, et ça c'est l'article 1er, si un contrat d'édition a été signé pour un livre. Donc on ne parle pas de la forme de ce contrat. Il s'avère simplement que c'est évidemment le livre imprimé qui était visé. Et ce débat a été relancé par la loi sur le livre numérique homothétique qui est assujetti au même régime fiscal que le livre physique. Donc des questions nous sont revenues à ce sujet en nous disant, écoutez, c'est la même assiette, il n'existe qu'une définition fiscale du livre, il n'y a pas de définition par le ministère de la Culture, donc on est toujours sous l'emprise de la définition fiscale. Pourquoi ça ne viserait pas le livre numérique? Alors, ça ne le vise pas parce que la loi ne l'a pas expressément prévu, elle n'a pas expressément prévu de le limiter au livre physique, mais c'est à la fois la disposition de la directive et quand même l'interprétation, je dirais, unanime de la loi qui va dans ce sens-là. Pourquoi il n'y a pas d'extension possible aujourd'hui? Parce qu'on voit bien que dans le livre physique, ce qu'il s'agissait de compenser, c'était une part du droit de destination, donc le prêt pour l'auteur, c'était un livre qui est destiné au cercle de famille, etc., et qui, soudain, se trouvait soumis à une exploitation de prêt, c'est-à-dire une activité organisée de prêt avec des inscrits. C'était donc une activité professionnelle, ce n'était plus le particulier qui le faisait. Donc c'était ça qui est au cœur de la notion de prêt. Pour le livre numérique, ce n'est pas du tout ça, c'est un fichier et il y a des licences d'utilisation et les licences prévoient des conditions et ces conditions, elles vont prévoir le nombre d'utilisateurs possibles,
toutes sortes de modalités et de modalités également tarifaires, sans compter qu'il ne s'agit pas toujours de l'achat d'un livre, mais d'un accès à une base ou une banque de données qui comporte un ensemble de fichiers, de livres, donc un bouquet ou des abonnements et parfois uniquement de la consultation en ligne, du streaming, etc. Donc c'est un peu, on voit bien que à partir de là, les conditions sont fixées par le distributeur ou l'éditeur quand le lien est direct. Vous le voyez bien pour ceux qui, essentiellement dans le milieu universitaire, travaillaient avec les grands éditeurs du STM, de scientifique, technique et médecine, auxquels on doit ajouter le juridique, et qui eux-mêmes tirent leurs principaux revenus de cette activité. Voilà. Alors après, il y aura d'autres questions. On va pouvoir explorer cette question et cette piste. Il n'y aura pas donc de licence légale, il n'y aura pas d'exception au droit d'auteur pour le livre numérique en tant que tel, mais il pourra y avoir des apports en gestion à une société pour gérer des intérêts. Ces intérêts peuvent être pour un ensemble d'éditeurs ou d'auteurs, le fait de passer par une société de gestion collective qui garantira la traçabilité, qui sera un tiers certificateur ou qui sera associé à une plateforme pour permettre une diffusion dans des conditions données, mais ça sera sur une base volontaire et en fonction de la volonté, enfin donc de la volontaire, donc en fonction de la volonté des ayants droit, et non plus par la loi. Il n'y a pas la nécessité d'un encadrement légal sur ce plan. Il se pose donc pour vous des questions d'utilisation, de facilité, de gestion de l'ensemble de vos lignes budgétaires, Et puis, il se pose aussi la question de savoir si l'intermédiation ou la médiation du libraire peut encore exister dans cet univers. Enfin, il y a un ensemble de questions sur les prestataires et sur d'autres choses. Alors, je vais, sur ces problématiques, m'arrêter là. Je ne veux pas aller trop loin. Je pourrais développer certains points si vous le souhaitez. Mais je vais laisser à M. Lisiard le plaisir de compléter mon propos du point de vue, ou plus ou moins du vôtre, pour lancer nos échanges. Merci. Voilà. Je vais juste apporter 3 idées du point de vue de la lecture publique, même s'il y a de plus en plus de convergence avec les bibliothèques universitaires. Je voudrais juste parler de la difficulté qu'il y a à faire comprendre ce problème du prix du livre numérique auprès des élus et des usagers, la grande diversité des moyens d'accès qui sont actuellement proposés par les fournisseurs et les souhaits qui existent actuellement de la part des professionnels en bibliothèque. Alors, la difficulté de parler du livre numérique, c'est que beaucoup d'élus ou d'usagers nous en parlent par analogie avec différentes choses, soit par analogie avec le livre physique, soit par analogie avec ce qu'ils connaissent de l'univers du numérique. C'est-à-dire pour eux, le numérique, c'est l'illimité, l'accessibilité. Donc ils nous demandent pourquoi à la bibliothèque, je n'aurais pas accès à toutes ces données-là. Et donc c'est à nous de leur expliquer, non, il y a toutes ces restrictions-là qui vont s'y appliquer. Et quand ils arrivent à comprendre cette étape-là, ils vont plutôt réfléchir aux restrictions qu'ils connaissent déjà, pour ceux qui, parmi eux, ont acheté un livre dans les conditions du privé. Ils disent, j'ai acheté un livre sur lafnac.fr avec ma carte bleue, j'ai vu que c'était pas très pratique, qu'il y avait des DRM, c'était un petit peu compliqué, mais vous, en tant que bibliothèque, vous avez aussi cette possibilité-là. On leur dit non, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc il y a vraiment une difficulté à faire comprendre ce problème-là, en disant ça ne sera pas simplement, on va acheter un prix d'un livre physique et on va calculer un petit pourcentage sur sa valeur. Il n'y a aucune analogie qui est possible dans ce sens-là. Il y a une certaine analogie qui est faite aussi avec le prêt, c'est le titre de la conférence, mais qui est simplement une métaphore pour faire comprendre à l'usager un type de restriction. C'est-à-dire, on appelle ça prêt de livre numérique. C'est simplement une tentative de faire comprendre aux utilisateurs qu'ils ne pourront pas copier tout, mais que par une sorte de métaphore, ça sera un petit peu du prêt, alors qu'en fait, c'est simplement une restriction par verrou numérique ou par durée d'utilisation. Donc, toutes ces difficultés font qu'on a du mal à trouver un modèle d'explication simple pour dire à l'usager voilà ce que met en place la collectivité, voilà les coûts qu'elle engage et voilà ce qu'on a le droit de faire. D'autant plus qu'actuellement, les fournisseurs proposent des modalités très variées. Quand vous regardez les offres qui sont faites au niveau public pour les livres, il n'y en a pas tant que ça. Donc il y a un moyen relativement facile, c'est d'aller sur le site réseaucarel.org qui fait une étude de toutes les conditions d'accès aux offres collectives de livres. Il n'y a pas énormément de fournisseurs, mais au sein même de cette offre réduite, il y a déjà une offre très diverse en termes d'accès technique, en termes de conditions de prix et d'accès. Si on veut résumer les différentes modalités, il faut se poser la question, est-ce que le fournisseur me donne l'accès sur place uniquement, à distance? Si c'est à distance, est-ce que je peux télécharger ou consulter en ligne?
C'est à peu près les 3 grands modèles, sur place, à distance avec téléchargement et à distance par consultation via un navigateur Internet. S'ajoute à ça une complexité au niveau de la sélection des ouvrages, c'est-à-dire est-ce qu'on va sélectionner les ouvrages par bouquet ou par choix individuel. S'ajoute également des complexités au niveau du paiement. Est-ce qu'on va payer au nombre d'habitants, au nombre de clics? Est-ce que ça va être forfaitaire? Donc on peut imaginer, à chaque fois, il y a des modèles, une sorte de matrice de modèles différents qui peut à chaque fois répondre de manière différente. Voilà. Et face à ça, la complexité qui est actuellement portée sur le bibliothécaire, c'est de rendre tout ça compréhensible et accessible, ce qui n'est pas du tout évident, sachant qu'il y a parfois certains fournisseurs qui eux-mêmes mixent les modèles techniques ou d'accès au sein de leur propre offre. Tout ça est transmis au bibliothécaire qui doit après expliquer à l'usager qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire, à quoi il va avoir accès. Donc pour le moment, on a cette charge de médiation et d'explication, voire d'enrichissement technique pour faire une sorte de moteur fédéré sur tous ces différents accès ou d'accès unique via login. Tout ça est porté à la charge technique et financière de la collectivité pour trouver des solutions d'accès. Ce qui pourrait paraître absurde, mais pour le moment, c'est le seul modèle qui existe. À l'heure actuelle, de la part des professionnels, on entend beaucoup parler des termes médiation et expérimentation, qui sont à chaque fois à double tranchant. Il y a à chaque fois un côté clair et un côté obscur. C'est-à-dire du côté de la médiation, je pense qu'à long terme, il y aura toujours le rôle du bibliothécaire de traduire des questions, des besoins de l'usager en ressources, en lui disant oui, vous avez telle question, vous allez pouvoir regarder dans telle ou telle ressource, chercher là. Néanmoins, actuellement, le paradoxe, c'est que la plupart du temps où les fournisseurs nous parlent de médiation, c'est plutôt pour qu'on explique toutes les restrictions et tous les modèles de complexité qui sont de leur fait. Donc c'est un peu à double tranchant pour le moment. Et de même, quand on parle d'expérimentation, on parle plutôt de tentatives locales qui sont faites pour faire de la création, pour chercher des modèles, chercher des partenariats. Mais on n'est pas du tout encore dans une phase où ces différentes expérimentations permettraient un passage, enfin en tout cas en bibliothèque publique, permettrait un passage à un accroissement pour que ça soit porté en tant que service par l'ensemble des bibliothèques. Donc actuellement, on est vraiment dans cette phase de transition où si les bibliothèques publiques achètent des ressources, c'est plutôt dans une tentative de prospective en se disant on sait que nos publics changent et les usages changent, il faut absolument qu'on tâte le terrain, qu'on commence à acheter ces ressources-là, mais c'est plutôt faute de mieux en vertu du marché tel qu'il existe. Donc les bibliothèques publiques sont prêtes à mettre de l'argent et des moyens sur ces ressources-là, si jamais on peut leur offrir un modèle unifié et simple qui leur permettra d'avoir accès à une grande diversité de ressources grand public et avec des modèles d'usage très très simples pour l'ensemble des catégories d'usagers. Donc on ne sait pas si c'est forcément via un organisme de cotisation que ça peut passer. Actuellement, il n'y a pas vraiment de modèle. Il y a certains fournisseurs qui interdisent complètement l'usage collectif. D'autres le tolèrent en se basant sur la licence de copie Adobe. Et d'autres, enfin, à leur sauce, nous proposent, ils se positionnent en tant qu'intermédiaire et nous proposent différentes modalités. Donc ce qu'on voudrait de la part des bibliothèques publiques, c'est plutôt un modèle qui puisse rassurer les éditeurs pour leur dire on ne va pas faire n'importe quoi, vous allez pouvoir gagner des ressources sur un modèle qui sera négocié. Et par contre, il faut que vous puissiez nous garantir un nombre suffisamment grand de ressources grand public et également une pérennité sur les ressources, c'est-à-dire du jour au lendemain, quand on arrête l'abonnement ou quand les prix sont modifiés, qu'on n'ait pas de mauvaise surprise par rapport à cette offre-là. Donc, à l'heure actuelle, il y a différentes tentatives qui sont faites par les bibliothèques. Certains fournisseurs sont plus ou moins satisfaisants, mais ça reste encore des tâtonnements et c'est susceptible de varier d'année en année. Donc c'est ça, on aimerait qu'il puisse y avoir, notamment via des organismes donc de concertation comme CAREL ou de réflexion comme l'IABD, que les fournisseurs ou que les acteurs de l'édition puissent en tenir compte. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai cité les éditeurs du STM. On voit bien qu'on est dans un cas de figure complètement différent parce que le STM, en dehors des usages professionnels, donc en dehors même des bibliothèques, non seulement des centres de recherche, mais des hôpitaux, des cabinets juridiques, des cabinets d'avocats, etc. Et les étudiants, ce n'est pas le grand public qui est concerné, donc on arrive à cerner assez facilement les utilisations et les droits associés, donc c'est assez facile de faire. Quand on assiste aujourd'hui à l'émergence d'un nouveau marché qui pourrait se substituer, au moins partiellement, aux livres physiques, on comprend qu'on ait un tout petit peu plus de prudence, notamment si une concurrence peut s'établir très largement avec le marché de la librairie ou la vente en ligne ou l'abonnement en ligne payant.
dans la mesure où même si une collectivité subventionne ses abonnements pour un grand nombre d'usagers à travers une bibliothèque, l'usager lui-même, qui aura un accès tout aussi simple au livre que s'il allait sur le site d'un grand fournisseur en ligne, va préférer aller sur un site où il ne paye pas, où c'est payé par quelqu'un d'autre. Donc il y a un problème de concurrence qui se pose, qui ne se pose pas pour le livre technique. Donc on n'a déjà pas ce problème, sans compter que le livre technique en tant que tel, il n'existe pas vraiment. C'est surtout de l'information avec la place des revues scientifiques est extrêmement importante. C'est essentiellement de l'article qu'on lit. Donc on est dans une configuration extrêmement différente. Donc je voulais dire ça. Et au moment où il y a cette émergence, on comprend que les éditeurs ne veuillent pas lâcher la proie pour l'ombre. Vous avez sans doute vous ne voyez pas aujourd'hui dans l'offre le reflet de la production. En réalité, outre les efforts que consentent les éditeurs pour numériser leurs fonds, l'ensemble des publications sont numériques. J'ai dirigé, quand j'étais plus jeune, les éditions Dalloz, et à partir de 85, tous les fichiers étaient numériques. C'était la gestion électronique de documents. On parlait d'électronique à ce moment-là, de même qu'on parlait du livre électronique, la GED, qui faisait que depuis l'arrivée du fichier Word, il existait déjà, jusqu'à la publication, et même la publication, l'impression était numérique. Donc on n'avait pas de transfert, on gérait toute cette chaîne. Donc l'existence de fichiers numériques, elle est partout depuis très longtemps dans le monde de l'édition. Ensuite, c'est l'exploitation dans un format numérique qui pose question. En fait, il pourrait y avoir deux remarques par rapport à cette contrainte de concurrence avec l'achat privé. C'est que, d'une part, il y a quand même des nouveaux acteurs. Ce n'est pas tellement les éditeurs qui font des propositions en bibliothèque, c'est plutôt des fournisseurs qui ont surgi ex nihilo pour se positionner en disant je vais me positionner pour créer une plateforme d'accès avec certaines restrictions qui seront proposées. Donc on accepte tout à fait l'idée. Alors d'une part, je discutais récemment avec le directeur de la librairie Le Divan, il dit c'est un peu absurde parce que ça pourrait être à nous en tant que libraires qui sommes déjà des intermédiaires qui sont positionnés de créer ces plateformes-là et les offrir aux bibliothèques. Il n'y a pas besoin d'avoir on ne sait pas quel peut être le rôle. Il y a tellement d'intermédiaires maintenant que chacun va essayer de prendre ses propres conditions. Donc il y a d'une part ces interlocuteurs-là, les différentes conditions d'accès. On comprend tout à fait qu'il faille des restrictions sur les fichiers qu'effectivement un éditeur ne peut pas accepter, qui est sans aucun verrou, sans aucune restriction, en libre accès à tous les usagers de la bibliothèque des fichiers qui soient indéfiniment copiables. Par contre, on sait qu'il y a des types de restrictions qui sont tout à fait insupportables de la part des usages, c'est-à-dire a priori le fait de comprendre comment fonctionne un verrou numérique de type DRM n'est pas du tout compatible avec une offre grand public. Et par contre, il y a d'autres types de filtrage, voire d'accès en ligne et de restrictions d'accès qui sont tout à fait assimilables par les bibliothèques. Soyez plus explicite. Je pense à la consultation, ce qu'on appelle le streaming de livres, qui n'est pas tout à fait le bon terme, mais la consultation via un navigateur Internet, donc sans téléchargement, c'est une des restrictions qui, par exemple, semble suffisamment ergonomique pour être consultée. Et après, il y aurait une deuxième remarque. Et qui devient de plus en plus commode avec les outils où on peut changer. Effectivement, les différents fournisseurs, même les fournisseurs qui proposaient des DRM jusqu'à présent, commencent à mixer un peu leur offre et à introduire un peu de cette offre-là. Et à l'inverse, ceux qui proposent que du streaming se disent le téléchargement, c'est également utile. L'autre remarque que je souhaiterais faire, c'est aussi sur le type de collection. C'est-à-dire, on imagine tout à fait que les éditeurs ne vont pas tellement souhaiter mettre les best-sellers en vente en bibliothèque ou alors vraiment dans des conditions à définir. Par contre, il y a toute une gamme d'accès à la connaissance sur lesquelles les bibliothèques publiques ont une légitimité et sur lesquelles des ressources électroniques sur lesquelles il y a très peu d'achats concurrentiels pourraient être définies dans des conditions d'accès à négocier. Donc on pense par exemple à des ressources qui marchent très bien du point de vue de l'auto-formation, l'apprentissage des langues, où là les bibliothèques ont un apport tout à fait légitime, un positionnement depuis de nombreuses années. Donc on se dit, sur les collections de type universitaire, il y a également une réflexion, mais également en bibliothèque municipale. On a tout à fait cet aspect de formation tout au long de la vie, d'auto-apprentissage, d'apprentissage de la lecture, sur lesquels, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y aura pas d'exception sur le droit d'auteur, des choses comme ça, mais c'est vrai que l'IABD a souvent insisté, a souvent regretté qu'il n'y ait pas d'exception qui soit réfléchie à titre collectif pour l'apprentissage et pour la culture en bibliothèque. Voilà, donc c'est un petit peu sur ces deux aspects, réflexion sur le type de collection qui devrait légitimement être accessible en bibliothèque publique, et d'autre part sur le type de restriction
qui peut certes exister, mais acceptable par tout type de public, même non compétent techniquement, pour de tout âge et de tout niveau technique en bibliothèque. Juste d'un mot avant de passer la parole à la salle pour conforter votre point de vue. Sur les droits 2009 du droit de prêt physique, donc nous avons rémunéré à peu près 56 000 auteurs différents pour 400 000 titres différents, alors qu'il y a à peu près 800 000 titres aujourd'hui commercialisés au titre d'une seule année, ce qui montre bien que les bibliothèques font un travail de fond qui est absolument considérable pour avoir une offre extrêmement diversifiée auprès de leurs lecteurs. Ça, c'est évident. On va passer. Il y a un micro. Est-ce que Nathalie est là? Ah oui. Alors, je vous présente Nathalie, l'âme damnée de la Sophia, et qui va passer le micro à la personne qui aura l'audace de lever la main. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc bonjour, donc Lionel Morel, voilà, Lionel Morel. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit au début. En fait, on se connaît déjà avec Monsieur Robin. Nous avons l'habitude de dialoguer. Alors je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit au début en disant nous allons parler d'une chose qui n'existe pas. Parce qu'en fait, le prêt du livre numérique, ça existe. Ça existe depuis 10 ans avec des formules type Numilog ou Cyberlibris. Donc ça a quand même un passé. Non, le droit de prêt, je voulais dire. J'aurais dû dire ça. Le droit de prêt, etc. Et le prêt de livre numérique, ça existe à l'étranger. C'est-à-dire que par exemple, si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, il y a à peu près 60% des bibliothèques qui sont en mesure de prêter des livres numériques et un tiers qui prête aussi des tablettes. Et pourquoi ça existe? Parce qu'une formule s'est mise en place avec un prestataire qui s'appelle Overdrive. Il y a Overdrive, mais il y a aussi Ingram qui fait à peu près 3M. Il y a des prestataires, mais surtout Overdrive, qui est une sorte de Numilog qui se serait positionné jusqu'à négocier un catalogue très très important et qui offre comme ça une formule. Pour vous dire jusqu'où ça va, on peut tout à fait, on pourra bientôt avoir Harry Potter en bibliothèque aux États-Unis ou en Angleterre. C'est une chose qui est de l'ordre du possible. Alors moi je suis un peu gêné par votre analyse juridique, autant sur le fait que le droit de prêt du livre numérique n'existe pas en l'état dans la loi. Je suis d'accord avec vous, la loi n'a pas été votée pour ça, mais je suis plutôt en désaccord avec vous sur le fait qu'on puisse dire comme ça, a priori, il n'y aura pas de licence légale, il n'y aura pas d'exception au droit d'auteur pour le livre numérique. Déjà, premièrement, c'est une chose qui relève de la décision du législateur et du pouvoir politique dans une démocratie, et pas d'un corps partie prenante à la question. Et on ne peut pas dire comme ça qu'il n'y aura pas de licence légale ou pas d'exception au droit d'auteur. Pourquoi ? Parce que justement, on met en place des licences légales quand l'initiative privée est défaillante. Le pouvoir politique peut dire que si l'initiative privée ne satisfait pas un besoin d'intérêt général, il est en mesure, lui, par la loi, de satisfaire ce besoin. Et moi, je pense que le fait que le livre soit accessible sous forme numérique dans une bibliothèque, c'est un besoin fondamental d'intérêt général qu'il faudrait prendre en considération. Alors, après, la vraie question, c'est celle que vous avez soulevée, c'est celle de la peur d'une cannibalisation du prêt, des ventes par le prêt en bibliothèque. Et ça, c'est une vraie question qui se pose. Alors, il faut voir qu'aux États-Unis, des études ont montré que ce n'était pas si net que ça. Que, par exemple, les gens qui empruntent beaucoup de livres numériques dans les bibliothèques sont aussi ceux qui ont la plus grande propension d'achat. Et aux États-Unis, le marché du livre numérique est développé. Mais par contre, c'est vrai qu'en France, il y a cette peur des éditeurs que les prêts cannibalisent les ventes. Juste pour terminer, il y a des discours du monde de l'édition qui sont vraiment très inquiétants. Au Salon du Livre, Arnaud Nourri, PDG d'Hachette, premier groupe français et deuxième groupe mondial, fait une déclaration en disant « Le rôle des bibliothèques, traditionnellement, c'est de fournir des livres à ceux qui n'ont pas les moyens de se les acheter, aux pauvres. Quand quelqu'un a les moyens de se payer un iPad ou un Kindle, il n'a pas besoin d'une bibliothèque pour se donner les fichiers. Donc, du point de vue de mon groupe, il n'y aura pas d'offre aux bibliothèques. » Ça, c'est une attaque directe, radicale, sur notre mission de service public, parce que la mission de service public des bibliothèques n'est pas de faire de l'assistanat culturel. Elle est d'offrir à l'ensemble de la population un accès à la culture. Donc, vous voyez, je trouve que... Et alors, sur l'exception, je terminerai là-dessus, il y a un traité OMPI en négociation en ce moment qui comporte une exception de prêt universel. Et donc, l'OMPI, l'Office mondial de la propriété intellectuelle, réfléchit très sérieusement à une exception de prêt universel.
Je n'interviendrai pas sur ce dernier point parce qu'il y a un ensemble de pressions politiques. Enfin bon, je ne veux pas évoquer le cas de l'OMPI et les conditions dans lesquelles ces questions sont examinées. Mais je voudrais simplement vous dire un petit mot sur le régime de l'exception. Vous dites on ne peut pas dire que le pouvoir politique ceci. Ce que je voulais simplement indiquer, c'est que le marché, il est balbutiant, il n'est même pas émergent pour l'instant en France. Donc je vois mal le législateur intervenir alors que le marché va naître pour priver le marché de cette expérience. On a bien vu que pour le droit de prêt physique, c'est après plusieurs années même que la seule directive a été transposée en droit français. Donc il y a aussi un caractère raisonnable de l'administration à observer des situations réelles et non pas à couper l'herbe sous le pied des professionnels qui investissent dans ces secteurs et qui ont besoin quand même d'un marché pour exister. Donc ça, je crois quand même que politiquement, dans un État démocratique, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on soit à un moment où il y a une défaillance des éditeurs. Ce marché est à peine naissant. Attendons quelques années, 3 ou 4 ans, pour voir ce que ça va donner. Mais ça me paraît déraisonnable de vouloir devancer cette réalité. Voilà ce que je veux dire. Disons que du point de vue des bibliothèques, on a parfois des perspectives un peu différentes. C'est-à-dire on constate qu'il y a une baisse du prêt physique de documents, voire d'inscrits dans bibliothèque. On a le rôle effectivement de diffusion numérique, donc peu importe que ce soit un livre physique ou un fichier numérique, il faut qu'on puisse le rendre accessible. Donc on se dit, et notamment une des propositions de l'IABD, c'est que les œuvres qui reçoivent une partie de création publique puissent négocier d'emblée un droit de diffusion numérique qui soit pensé. Voilà, donc ça fait partie des réflexions. On avait aussi été intéressé quand, à l'époque, Frédéric Mitterrand avait cité parmi les priorités pour les bibliothèques le fait de créer des licences nationales. Quand on regardait le détail du texte, malheureusement, ces licences nationales étaient plutôt prévues pour tout ce qui était travail de numérisation sur les archives, ce qui est tout à fait nécessaire et intéressant. Par contre, pour la perspective de diffusion de l'information auprès du public, c'est juste une manière d'y mettre un pied, mais ce n'est pas encore ce qui va donner satisfaction. Donc c'est vrai que on entend depuis de nombreuses années le livre numérique en France, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Amazon qui maintenant a des stands dans les différents salons de plus en plus importants. Donc, les éditeurs craignent ça et on a bien senti que les bibliothèques n'étaient pas leur priorité, d'où le fait de ces fournisseurs qui se positionnent. Donc, on regrette quand même qu'il n'y ait pas de réflexion de nature effectivement politique culturelle, même si on comprend bien toutes ces difficultés et tout ce rôle d'expérimentation, sachant que l'expérimentation peut être faite par le marché, mais aussi par des acteurs publics quand il y a une volonté. On regrette qu'il n'y ait vraiment aucune offre de type national sur un service intéressant, public, qui soit offert. Donc c'est là, on aimerait sentir les choses aller dans ce sens-là. Voilà. Bon, on va passer. Une chose, je ne suis pas le porte-parole du SNE non plus. Et pas davantage, puisque Sophia représente aussi bien les éditeurs que les auteurs à 50% de la Société des gens de lettres ou d'autres associations d'auteurs. Donc je reste dans le périmètre des activités possibles de la société. Je ne vais pas m'exprimer au-delà. Bon. Ensuite. Bonjour, Cyril Clavel, communauté d'agglomération Marnay-Chantraine. Est-ce qu'il ne faut pas regarder, par exemple, en termes d'offres publiques, ce que sont en train de faire le Canada, par exemple, avec l'opération prêt numérique, où il semblerait qu'il y ait en fait une réflexion commune à la fois de la Bibliothèque nationale du Canada, des archives, des bibliothèques publiques, des libraires et des éditeurs pour essayer enfin de mettre au point un réservoir où la question des droits et du prêt puisse être réglée. Est-ce que vous avez un regard sur cette... Il y a une situation très, très particulière de l'édition au Canada qui est très, très subventionnée. Donc je ne suis pas non plus spécialiste de ça. J'avais vu effectivement a priori... Il y a un projet de loi, par ailleurs, qui est un serpent de mer concernant le droit d'auteur, qui risque d'être, comment je peux dire, quelque peu menacé par la majorité libérale qui le discute. C'était un projet qui était soumis au Parlement également. Donc la situation canadienne, une situation très, très particulière. Il y a aussi une situation, je dirais, ce projet qui vient des Canadiens anglais, c'est
n'est pas nécessairement favorable au Québec. Donc il y a tout un tas de conflits sur l'ensemble de ces questions, sur l'ensemble des projets qui sont actuellement en débat au Canada. Quand on parle de ces questions-là, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, à la fois le modèle politique, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de pays fédéraux ou est-ce qu'il s'agit, comme en France, de pays où chaque bibliothèque municipale dépend de la collectivité locale, et parce qu'actuellement c'est le cas où chaque collectivité locale négocie ses conditions d'accès à des fichiers numériques, donc c'est une situation qui ne pourra pas tenir. Et après, il y a aussi la situation du marché, les différents acteurs. On a beaucoup insisté sur le fait que le succès d'Amazon et donc l'offre Overdrive qui passe par les Kindle, c'était aussi lié au fait qu'il y a un réseau de librairies indépendantes qui est très faible aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Il me semble effectivement qu'au Canada, quand j'étais allé regarder, en tout cas sur la Bibliothèque du Québec, il y avait une offre qui avait été négociée à un niveau fédéral ou étatique, où un achat collectif était fait auprès de différents fournisseurs, ce qui engage d'autres problèmes, mais en tout cas, ça vaut moins la vertu que tout inscrit à cette bibliothèque avait un login, et donc certaines ressources étaient accessibles à un niveau négocié nationalement. Donc c'était au sens fort une licence nationale avec des modalités d'accès prévues à ce niveau-là. Par contre, je ne connais pas plus ce qui est fait actuellement, notamment sur la musique. Effectivement, dans mes rêves les plus fous, je me disais, voilà, la BPI va faire pareil et tout inscrit à la BPI aura accès nationalement à des fichiers numériques. Mais ça dépend d'énormément de conditions. Il est effectivement important de s'en aspirer et de voir si dans certains domaines, ça serait possible. Peut-être sur des domaines de promotion musicale ou littéraire. Voilà. C'était mes rêves, ça. Là, c'était... Ensuite, il n'y a pas d'état d'âme dans la salle, il n'y a pas de... Non. Il n'y a personne qui veut relancer le débat sur la licence nationale. Daniel Le Goff, Limoges, BM de Limoges. Je voudrais revenir sur deux réponses de M. Roblin. La première, effectivement, et je rejoins complètement Lionel Morel sur le fait que c'est à la représentation nationale de se saisir de ce genre de questions. Et puis également sur votre deuxième réponse, qui est aussi défensive que la première, sur le fait que les modèles économiques aujourd'hui ne sont pas encore mis en place, et c'est une réalité, et que ce serait une raison pour laquelle il faudrait que nous ne nous mobilisions pas. Je pense qu'au contraire, dans la mesure où les modèles économiques ne sont pas encore, c'est ce que j'ai cru entendre, mais je me suis peut-être trompé, au contraire, dans la mesure où on est aujourd'hui dans un certain flou, et je comprends tout à fait les angoisses des éditeurs, c'est au contraire maintenant que nous, professionnels de la chaîne du livre, et on y est aussi, bibliothécaires, devons nous mobiliser. Et ce qu'on peut imaginer d'un changement de majorité parlementaire, on ne va pas anticiper, devrait nous permettre peut-être tout de même d'avancer. Et il est clair que les associations professionnelles, et l'IABD en particulier, il y a une réunion cet après-midi qui sera importante justement pour définir éventuellement des stratégies, vont se saisir de cette question. On ne va pas attendre que tout soit verrouillé. Mais d'une part, je ne pense pas avoir prodigué de conseils à l'égard d'une association ou d'une autre sur le fait qu'elle se mobilise ou non. J'ai simplement indiqué une situation de marché qui aujourd'hui on ne peut plus vagissante. Donc je pense que les opérateurs de marché attendent de voir à peu près comment ça se comporte avant de prendre des engagements différents, c'est tout. Tout à l'heure, vous avez parlé des... Alors, j'ai pas retenu les chiffres. Vous dites qu'il y a 800 000 titres pour lesquels il y a des droits qui sont déclarés. Non. Il y a 800 000 titres en France qui sont disponibles, comme le in-print, si vous voulez, qui sont... il n'y en a qu'une partie sur lesquelles vous... Et nous, non, c'est les bibliothèques elles-mêmes qui ont commandé au moins un exemplaire de 400 000 titres au cours d'une seule année. C'était 360 000 l'année précédente. Donc c'est considérable en tant qu'entretien du fonds. C'est-à-dire, vous, en tant que Sophia, est-ce que vous pensiez qu'il y aurait un moyen de revenus supplémentaires pour les éditeurs en leur proposant un modèle qui dit, regardez, il y a ce modèle qui existe du point de vue du livre papier, donc là qui est connu, qui marche a priori. Est-ce que vous pourriez, en fonction de cette expérience-là, imaginer que sur certains titres rares, il y aurait une manière de la part des bibliothèques de créer des revenus supplémentaires et dans des conditions raisonnables pour ce type de fichier? Oui. Alors, je peux pas devancer trop les conceptions des ayants droit qui sont autour de la table, aussi bien dans notre assemblée que dans nos organes sociaux, enfin au conseil d'administration. Mais je crois que la réalité
du numérique sera très différencié. On n'a pas du tout les mêmes modes d'exploitation. Vous regardiez par exemple ce qu'on appelle les best-sellers. Le total des achats des best-sellers, c'est 4000 exemplaires, tout mouillé pour la France entière dans les bibliothèques. Donc visiblement, ce n'est pas ça qui intéresse les bibliothécaires. C'est 4000 titres? Non, 4000 exemplaires d'un titre. Quand vous avez un titre qui se vend à 400 000 exemplaires ou 200 000 exemplaires, il n'y en a que 4000 qui sont achetés par les bibliothèques. Donc, on voit bien que les bibliothèques n'achètent pas les best-sellers. C'est pas grand-chose. Donc on n'a pas... Il y a un rôle de la bibliothèque pour le fond. Alors dans cet ensemble, il y a aussi beaucoup d'éditeurs. Il y a probablement une forte concentration du marché, mais... Nous-mêmes, nous rémunérons, je crois, 2500 éditeurs, entre guillemets, alors qu'en ayant à peu près un peu plus de 200 ou 250 éditeurs comme membres, nous représentons déjà au moins 90% du chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'après, c'est très sporadique. Et il y a probablement pour un ensemble d'offres ou pour un ensemble d'éditeurs une prestation complémentaire qu'une société de gestion collective pourrait apporter dans la gestion de droits, dans la mutualisation de cette gestion, parce qu'il y aurait un intérêt économique à le faire. Mais ce sera de leur propre volonté, en fonction de propositions qui pourront être faites, et de dialogue avec les utilisateurs, avec les acheteurs, avec vous. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un besoin particulier, et que ce besoin, on soit en mesure d'y répondre d'une façon plus satisfaisante que le marché lui-même, c'est-à-dire que les offres qui pourront vous être faites dans le temps, et d'une façon qui soit compatible avec la garantie des droits, c'est tout. Voilà, donc je pense que là, le rôle de... C'est pour ça que je disais, je ne pense pas que ce sera une exception, parce que je ne vois pas, si vous voulez, naître sur ce marché rapidement une exception du même type. Il n'y a pas du tout la même nécessité. C'est-à-dire comment vous évaluez une exception? On imagine que les bibliothèques n'existent pas et qu'il n'y ait pas de droit de prêt. Comment vous dites, tiens, là, il y a un besoin? Enfin, non, il faudrait que ce soit... Non, c'est vis-à-vis des bibliothèques, ce dont je parle. Hein. C'est-à-dire que des bibliothèques pourraient avoir intérêt à gérer des droits multiples parce qu'il y aura pléthore de titres, mais qu'un certain nombre d'éditeurs n'auront pas nécessairement leur plateforme ou n'iront pas sur une plateforme du marché et préféreront avoir une plateforme commune qui serait co-géré avec une société de gestion collective. Ce besoin-là, il existe dès maintenant. On a du mal à l'évaluer parce qu'on... Oui, mais l'offre n'existe pas. Si, elle existe, c'est-à-dire à travers Numilog, c'est 30 000 titres. Oui, non, mais elle existe sur les 400 000 titres dont je parle. C'est un peu la longue traîne. Il y a énormément de titres qui... Voilà. Notre besoin d'achat existe, c'est-à-dire nous, dès maintenant, on souhaite mettre des crédits d'acquisition sur cette offre-là. On est insatisfait parce qu'on voit que l'offre est plus ou moins bien. Et on se dit que si on n'offre rien, les usagers, c'est sûr qu'ils ne vont pas nous exprimer des besoins puisqu'ils vont sortir la carte bleue sur leur Kindle, etc. Donc comment est-ce que nous, on pourrait convaincre, on pourrait se positionner en tant que bibliothèque pour convaincre ce grand nombre d'acteurs, pour leur dire voilà notre besoin, voilà notre besoin en termes d'ergonomie, de coûts, ce qu'on peut mettre comme argent, qu'est-ce qui pourrait être convaincant et une base de dialogue? Ça a été dit un peu par Lionel tout à l'heure. Ça dépend aussi de la volonté des grands opérateurs. Si tel ou tel grand éditeur veut d'abord voir son marché se constituer avant d'envisager un accord possible avec les bibliothèques, ça pose un problème ça vous pose un problème. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ce sera ça? Moi, je ne peux pas répondre réellement sur ces points, d'autant moins que les réalités, si la politique est l'art des réalités, le commerce, c'est l'art de l'hyper-réalité. C'est-à-dire, ça va encore bien au-delà. Donc, à partir du moment où il y aura un certain nombre d'usages, de pratiques, et où on verra que les relations peuvent être claires et que... Parce que la structuration initiale du marché, elle est quand même nécessaire. Si les gens s'habituent à avoir une gratuité immédiate pour un ensemble d'usages, ils auront de plus en plus de mal à payer quelque chose. Donc c'est aussi un des problèmes qu'il y a. Alors vous avez suggéré de la consultation en streaming, qui peut être une solution, mais évidemment, si ça s'étend à des millions d'utilisateurs, ça posera un problème pour ceux qui font ça à titre commercial, si vous voulez. Donc c'est ces questions-là quand même qu'il faut voir. C'est les effets de substitution. Et ce que vous avez appelé la cannibalisation tout à l'heure.
Il y avait un débat sur les licences nationales. Je ne voudrais pas le relancer parce que ce n'est pas nécessairement mon thème favori. Mais peut-être y a-t-il des questions sur cet aspect-là. Non. Ça ne passionne pas les foules. Les licences nationales, c'est intéressant. Enfin, c'est-à-dire, si je vous entends bien, là le problème c'est qu'effectivement si on fait rien, grosso modo, il y a Amazon qui va arriver, qui va détruire le marché de la librairie, et les bibliothèques auront le droit d'acheter ce qui ne se vend pas auprès des livres des éditeurs. Je caricature à outrance. Non, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non. Parce que vous tirez des conséquences d'hypothèses de jeu. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je pense qu'il faut que tous les acteurs se mobilisent et fassent des offres, et que c'est comme ça que les choses... quand je dis tous les acteurs fassent des offres, y compris les bibliothèques, il faut qu'il y ait des volontés de toutes parts et que puisse émerger un ensemble de solutions, d'expériences dont vous avez parlé tout à l'heure, et en fonction du résultat de ces expériences, les choses se feront dans tel ou tel sens. Et puis surtout, je crois que dans l'univers du numérique plus encore, des solutions différentes peuvent coexister. On n'est pas sous la dictature d'un seul point de vue. Il y aura des pratiques diversifiées qui correspondront à des intérêts différents. En fait, ça c'est un peu enquiquinant aussi, puisqu'actuellement on a beaucoup de pratiques diversifiées d'un point de vue technique. Ce qu'on aimerait bien au niveau bibliothèque, c'est faire passer un message très simple. Je vous donne vraiment notre point de vue bibliothèque. On se dit, si nous on arrivait à dire, vous avez un login, un mot de passe bibliothèque, c'est super, vous aurez avoir accès non pas à telle négociation, donc à tel titre, mais à un ensemble de titres sur tel sujet que vous êtes sûr de trouver en bibliothèque. Il nous faut absolument un message clair en matière de communication, donc une certaine uniformisation. Donc c'est pour ça qu'on regrette qu'actuellement on ait des négociations aussi parcellaires d'acteur en acteur. Donc effectivement, je retiens ce que vous dites, où a priori vous renvoyez un petit peu la balle, sans doute légitimement, en disant d'un côté il y a les éditeurs qui vendent et de l'autre côté il y a les bibliothèques qui achètent, et il va y avoir une régulation à ce niveau-là. Donc très certainement, ça pointe encore le besoin de se regrouper au niveau des bibliothèques à travers le CAREL et l'IABD pour faire des propositions. Mais ceci dit, il y a déjà des messages qui sont donnés par ces associations-là. On a déjà des nombreux retours d'expérience sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que les éditeurs, il y a certains fournisseurs qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas du tout fourni d'offres intéressantes à ce niveau-là. Voilà, nous on regrette qu'il n'y ait pas plus... effectivement, non seulement il y aura le rôle des éditeurs avec une politique qui peut être judicieuse ou pas, puisque nous on juge aussi que le fait d'avoir une offre importante en bibliothèque d'un point de vue électronique peut tout à fait convaincre des usagers après de se lancer dans l'achat privé, comme ça se fait pour les autres sources, en disant vous l'avez connu à la bibliothèque, vous savez que ça existe, vous allez devenir un utilisateur, un multiconsommateur de ces données-là. Et d'autre part, même si les éditeurs effectivement ont leur propre problématique de faire exister leur collection, leurs auteurs, on a aussi, nous, d'un point de vue de politique publique, d'un point de vue de se dire, s'il n'y a que les gens qui ont les moyens, comme on disait tout à l'heure, de s'acheter des tablettes et qui auront les moyens de s'acheter des fichiers qui ont ça, et si l'offre se structure comme ça, nous, on va se dire, on regrette qu'il n'y ait pas d'offre intéressante qui est construite aussi d'un niveau de culture. Donc, on comprend tout à fait ces problématiques-là, mais on se dit que si on attend ça comme ça, le marché ne va peut-être pas se structurer de manière tout à fait favorable. Et à terme, y compris pour les éditeurs français, ça peut tout à fait donner des configurations négatives avec des gros monopoles et une offre collective qui vient un petit peu comme la cinquième roue du carrosse. Voilà, c'est un petit peu, en tout cas, le ressenti actuel des bibliothèques. D'accord. Je peux comprendre qu'il y a toujours dans des périodes qui connaîtront de fortes évolutions beaucoup à la fois de fantasmes et de ressentis différents. Je voudrais dire que pour suivre ces usages, nous avons créé au mois de mars dernier un baromètre avec donc Sophia SNES-GDL, un baromètre des usages du livre numérique, dont les résultats de la première vague ont été communiqués lors du Salon du Livre, et qu'il y aura une seconde vague cet automne. C'est des vagues semestrielles, et nous allons observer le fonctionnement de l'ensemble de ces usages, et pas seulement du marché lui-même, mais puisque ça comporte également les usages licites, toutes les formes d'usage licites et les formes d'usage illicites. Donc nous allons observer un peu tout cela. Aujourd'hui, on observe effectivement une grande concentration. Les 5% d'utilisateurs sont des utilisateurs essentiellement intensifs, appartenant à des catégories socio-professionnelles, CSP+, ou plus. Ce sont des gens qui sont de très forts lecteurs du livre imprimé et qui sont aussi des utilisateurs de fichiers numériques qui partagent leurs usages. Mais
on voit bien dans un marché balbutiant, et il y a quand même 95% de la population qui sont assez faiblement représentés aujourd'hui. Et on verra bien à partir de cette base, de 6 mois en 6 mois, comment évoluent ces pratiques culturelles. Elles évolueront. Donc on ne peut pas non plus se fonder sur les 5%, sur le noyau dur des utilisateurs intensifs. Mais simplement, on l'observe aujourd'hui, on observe que ça s'arrête là. Ah, il y a une demande de Nathalie devant. On a un peu douché vos enthousiasmes par ces propos. Bonjour, Bénédicte Gornouvelle, bibliothèque de Rennes Métropole au sein des Champs Libres. Nous expérimentons, nous, depuis quelque temps, le livre numérique via Numilog que nous venons d'offrir à notre public cette semaine. Je me pose évidemment beaucoup de questions. Le débat est très intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué la place du libraire. Enfin, la médiation du libraire existe-t-elle encore dans cette configuration ? Moi, je me pose beaucoup de questions justement par rapport à la place de mon libraire à Rennes, avec lequel nous travaillons. Dans l'idéal, peut-être que je rêve, je souhaiterais, dans le cadre d'un renouvellement de marché, travailler avec mon libraire actuel ou d'autres d'ailleurs, et qu'il me propose aussi la fourniture de livres numériques. Donc voilà, j'aimerais avoir vos réflexions sur ce sujet. Est-ce que j'idéalise complètement ? Est-ce qu'il va falloir continuer à travailler avec des plateformes style Numilog, comme c'est le cas pour nous actuellement, de manière pas tout à fait satisfaisante, puisque vous l'avez dit, le contenu n'est pas à la hauteur encore de nos espérances, ou est-ce qu'on va passer complètement à côté et que c'est Amazon qui va prendre le marché et que les bibliothèques... quelle place auront les bibliothèques dans ce contexte ? Voilà, je voudrais avoir votre avis. Là aussi, je crois que c'est un axe de réflexion pour les professionnels du livre, et notamment pour les éditeurs dans leur relation avec les libraires ou les fournisseurs de livres, par qui passent ces marchés. Et il y a une tentation. Quand vous êtes un commerçant, vous souhaitez connaître vos clients. Donc le numérique permet de connaître directement ses clients. Est-ce qu'on renonce à cela dans l'hypothèse d'un sauvetage entre guillemets d'une profession ? Il faut voir partout, enfin, dans l'histoire, si vous voulez, économique générale, il faut toujours qu'un prestataire quelconque ait une vraie valeur ajoutée. Il faut savoir quelle est la valeur ajoutée du libraire dans ce schéma-là. Et c'est donc dans ce dialogue pour savoir pourquoi il prend une part de la valeur ajoutée si lui-même n'y contribue faiblement. Après, il y a des effets qui sont plus que de bord et qui sont des effets désastreux sur la librairie aujourd'hui, qui est une structure fragile et où il y a des risques de disparition multiples. La librairie peut disparaître à cause des loyers en centre-ville, elle peut disparaître à cause de l'âge du capitaine, parce que les libraires sont, comme moi, très largement des papy-boomers et qu'il n'y a pas de reprise possible parce qu'il y a le fonds de commerce, mais en même temps, il y a le stock à racheter, ce qui fait à peu près doubler le prix. Et pour arriver à des niveaux d'investissement qui sont compris entre 150 000 et 500 000 euros, il n'y a plus personne pour mettre cet argent-là. On préfère ouvrir une boutique de mode ou vendre des chaussures. Donc, il y a tous ces problèmes qui se posent. C'est aussi des questions d'âge. On le voit dans la pyramide des âges des propriétaires des librairies. Et puis, il y a quelque chose dont nous ne parlons pas ici et qui est très important, c'est que nous sommes aussi à un changement des pratiques culturelles. Le rapport à la lecture est en train de changer. La façon de lire des gens, et notamment des jeunes générations. Et c'est une problématique. On ne peut pas dire qu'ils lisent plus. Ni qu'ils lisent moins, mais ils lisent autre chose différemment. Le rapport au temps a changé dans nos civilisations, et ça aussi c'est un problème. C'est-à-dire qu'on n'entre plus dans un temps long, on vit dans une sollicitation perpétuelle, une excitation perpétuelle, et c'est difficile de réserver ce temps. Donc il y a beaucoup de jeunes gens qui ont cette difficulté à s'approprier ce temps, et puis il y en a beaucoup qui ne font que déchiffrer des textes, qui n'arrivent pas vraiment à les lire. Donc il y a quand même un changement qui vient aussi d'une aptitude et de pratiques culturelles évolutives vis-à-vis de la lecture. Qu'est-ce qu'on lit, comment on lit,
Et ça, c'est quand même un gros problème pour les générations montantes. Alors, moi, j'aurais à nouveau une analyse un petit peu différente. C'est-à-dire, si on se dit effectivement, si on laisse le marché faire, on attend que les CSP+, expérimentent un petit peu le numérique et puis on voit ce qui se passe. Je caricature vos propos à dessein. Mais nous, l'approche qu'on va avoir, c'est de se dire, on remarque que quand on maintient par une offre publique de lieux sur place que sont les bibliothèques ou les librairies, ça a un apport culturel qui n'est pas inintéressant à long terme pour les éditeurs. C'est un petit peu comme ça. Nous, de notre point de vue, on a tendance à se dire, les éditeurs ont une tendance à garder leur bille en craignant beaucoup la concurrence par l'offre collective, et ce qui n'est pas forcément une bonne stratégie, parce que résultat, ça va être des très gros acteurs et des conglomérats qui vont les racheter. Je caricature à outrance, c'est beaucoup plus compliqué, mais on voit, nous, d'un œil, on aimerait voir d'un œil beaucoup plus politique ce rôle collectif en se disant, OK, on constate ces phénomènes-là, mais si nous, on travaille une offre, notamment de lieux, pour ne pas faire disparaître, pour qu'il y ait toujours ces points de vente, parce qu'on sait que si ces points de vente disparaissent parce qu'ils ne sont pas viables économiquement, ça aura aussi d'autres conséquences sur les pratiques culturelles. Donc, on a aussi ce regard-là qui tient compte des contraintes économiques, mais qui est aussi d'un point de vue de réseau et de présence sur place. Et je pense que c'est le sens des bibliothèques qui se disent, au fait, est-ce que je peux en acheter chez mon libraire ? Il y a d'autres réponses techniques qui peuvent être faites, puisque que je ne maîtrise pas forcément, c'est actuellement quand vous faites un marché public ou un achat auprès de livres, vous achetez deux choses de type complètement différentes. Soit vous achetez vos livres avec DRM et donc dans des conditions de réutilisation qui sont 5 ou 6 copies, je ne sais plus. Et là, il y a certains modèles qui essayent de réinjecter la librairie dedans, donc c'est Ipagine. Là, actuellement, vous pouvez faire des bons de commande et des marchés publics à un site qui s'appelle Ipagine, et là, qui systématiquement rémunère une librairie. C'est-à-dire, là, je suis en marché avec la librairie Le Divan. Via Ipagine, je rachète des livres numériques, mais qui ne me servent à rien parce qu'ils sont sous DRM et moi, je ne peux pas les gérer. Et le problème, c'est qu'on achète donc, quand on achète un e-book, un deuxième type de produit, qui est l'interface d'accès à des fichiers. Et c'est pour ça donc le directeur de la librairie Le Divan me disait, mais je regrette qu'il y ait tous ces intermédiaires supplémentaires qui arrivent sur le marché de type Numilog. Je pense que librairie serait beaucoup plus légitime, mais encore faut-il qu'elles aient des plateformes d'accès qui puissent rendre le livre prêtable, consultable en streaming, ce genre de choses. Et là, actuellement, les librairies n'ont pas du tout la capacité technique. Et voilà, et c'est un peu la question, on s'est aussi posé la question, finalement, à qui est le rôle de créer ces interfaces ? Est-ce que c'est à un niveau national ? Est-ce que c'est à Numilog, un prestataire qui a un lien avec les éditeurs ? Est-ce que c'est aux éditeurs ? Est-ce que c'est aux bibliothèques locales ? Est-ce que c'est à la BPI ? J'en sais rien. Et ça, c'est des questions que je ne maîtrise pas. Donc nous, quand on aborde ces problématiques-là, on a à la fois ces problématiques de marché, ces problématiques techniques, et sur le fond à long terme, sur une diffusion un peu volontariste de cette offre-là. Mais on conçoit tout à fait que la donne va changer aussi pour des raisons de désintermédiation. Oui. Alors, un premier point, la généralisation est toujours abusive quand on observe un phénomène. Hein. Donc, je veux dire que nous, en tout cas, à travers l'étude que nous conduisons semestriellement, c'est un sondage, donc nous ne sommes que des observateurs et nous donnons l'ensemble de l'information, nous la rendons publique. Donc, c'est un service d'information, c'est un observatoire. Donc, on n'a pas à être autre chose dans ce cas-là, si vous voulez, dans cette part que nous finançons. Mais pour le reste, quand on dit les éditeurs, je veux dire, pour les connaître un peu, l'avoir été moi-même pendant quelques dizaines d'années, je pense que cette généralisation est abusive aussi. Et pour les connaître et les fréquenter, je crois franchement qu'il n'y a pas un unanimisme qui règne entre tout le monde. Pas plus qu'il y a la même... Enfin, on parle de diversité aussi parmi les auteurs. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement une convergence de points de vue entre mettons, Marc Lévy et Jacques Roubaud. Vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes. Bon, il y a des différences entre les éditeurs à peu près de même nature. Donc je crois que c'est important pour vous de ne pas globaliser toujours le... Disons, notre ressenti à nouveau, c'est qu'avec ce fonctionnement d'attente sur le marché, conclusion, il n'y a que surtout les acteurs qui sont des petits éditeurs qui là n'auront pas de problème pour ne pas mettre de verrou et qui eux seront beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire il y a peu de grands éditeurs qui sont complètement à l'aise, qui voient positivement le rôle de la bibliothèque. Ce n'est pas nécessairement lié à un dynamisme accru, c'est simplement que dans un cas, vous avez une possibilité d'accès au marché qui est beaucoup plus large que celle que vous aviez par votre diffusion physique, donc vous avez un intérêt à y aller. Vous avez un coût de promotion qui est pratiquement nul.
et vous pouvez atteindre des clients qui étaient hors de portée auparavant. Donc vous le faites. Bon, votre risque commercial est également faible et vous pouvez arrêter à tout moment. Quand vous avez un fonds très important et que vous avez un revenu régulier très important, c'est très difficile de lâcher la proie pour l'ombre. Il faut aussi comprendre que si vous avez un catalogue de plusieurs milliers de titres et que vous en vivez à peu près bien et que vous pouvez réinvestir dans la création grâce à ça, vous n'allez pas nécessairement tout d'un coup prendre le risque également de pratiques illicites qui peuvent... Parce que si déjà on arrive à télécharger illégalement pas seulement des fichiers musicaux mais des films, vous pensez que pour un ouvrage et un texte, c'est rien du tout. Donc il y a déjà plusieurs milliers de titres qui sont accessibles sur le net d'une manière illicite. C'est pour ça qu'on avait bien compris que la pratique actuelle des petits éditeurs comme l'Élan, je crois que c'est ça, qui accepte cette diffusion sans aucune restriction, on voyait bien que c'était vraiment dans un type de promotion qui ne serait pas reproductible et qu'il fallait imaginer autre chose. Mais je reviens un petit peu sur ma question précédente, c'est plutôt que d'attendre le marché se dérouler lui-même, parce qu'on voit un petit peu que ces nouveaux facteurs ne sont pas tous favorables à l'offre collective. Donc, est-ce que vous, par rapport aux revenus qui ont pu être générés par la loi sur le prêt sur les livres, vous pensez qu'on pourrait proposer donc de manière proactive un modèle pour les éditeurs en leur disant, regardez, effectivement, il y a des risques, effectivement, il y a des modifications techniques, culturelles et sociales qu'on ne maîtrise pas, mais les bibliothèques, donc il en existe 4500, voire 16 000 si on prend en compte les points de lecture, on arrive à toucher des millions d'usagers et on peut générer des revenus. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, plutôt que d'attendre cette négociation qui se fait pas très bien quand même vis-à-vis des différents fournisseurs et des gros éditeurs, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un modèle qui soit positif pour les éditeurs en disant, regardez, on n'a pas forcément du prêt de livre numérique, mais on a de la consultation page à page, qu'est-ce qui peut être intéressant? En vertu de votre expérience, est-ce que vous pourrez dire, ça c'est plutôt tel pourcentage qu'il faudrait faire payer, est-ce que c'est tel modèle à la population? C'est-à-dire parce que vous êtes aussi convaincant vis-à-vis des éditeurs, parce qu'actuellement vous leur apportez des revenus réels. Donc je dis peut-être n'importe quoi, mais est-ce que pour vous... c'est... Ce que vous dites est vrai et faux, et les choses sont vraies et fausses dans le temps et dans l'espace. Elles ne sont pas nécessairement fausses absolument, ni vraies absolument. Il y a des moments d'opportunité, il y a des fenêtres d'opportunité. Je ne crois pas qu'on ait atteint ce moment pour l'instant. Je pense que des réflexions sont en cours de part et d'autre, un peu de toutes parts. Ça fait un certain nombre d'entretiens ou de rencontres, y compris à mon bureau de réunion que nous avons eu sur ces sujets, y compris il y a quelque temps avec des bibliothécaires et également avec d'autres prestataires, des prestataires qui voulaient s'engager sur ce marché. Donc il y a des choses certainement qui vont naître. Je ne crois pas que... Mais il ne faut avoir peur ni du temps ni de l'espace, surtout dans des périodes de changement. Mais il y a aussi le caractère anxiogène. Il ne favorise pas que le frein, il favorise aussi l'accélération. C'est-à-dire l'anxiété fait qu'on veut se rassurer tout de suite sur quelque chose, de quelque bord qu'on soit, et que ce soit pour freiner ou pour accélérer. Et je pense qu'on ne pourra pas devancer un certain nombre de principes de réalité, c'est-à-dire de seuils à partir desquels on a une observation satisfaisante pour dire là on peut faire quelque chose, on voit que ça bouge de cette façon et qu'on peut faire. C'est la raison pour laquelle nous avons créé cet observatoire. C'est pour voir à partir de quand on peut réunir des acteurs sur des objectifs. Aujourd'hui, l'objectif, il n'existe quasiment pas, puisque c'est le client roi, si vous voulez, qui reste le client roi en librairie et qui est aussi le client roi du numérique. Mais on voit bien que ce n'est pas ce qui va se passer dans l'avenir. Ne serait-ce, d'abord, déjà, il n'y avait pas beaucoup de tablettes en circulation. Il y en a des centaines de milliers qui sont en train de se vendre. Il faut que les gens soient déjà équipés. Il y a besoin d'un équipement pour... c'est tout à fait clair, quoi. Donc, ce n'est pas comme le livre, auquel on peut accéder directement. Donc, il y a un ensemble d'outils qui vont être nécessaires. Et ensuite, il y a effectivement la construction d'usages diversifiés où les bibliothèques ont nécessairement leur rôle à jouer, mais il faut aussi qu'elles le jouent au-delà de ce que vous avez dit, c'est-à-dire d'être des communicants des conditions générales d'utilisation et qu'elles aient un rôle pédagogique sur la lecture et dont, notamment vis-à-vis de la jeunesse, un retour à une certaine forme de lecture. Je pense que le numérique peut être une chance pour les jeunes. Moi, je l'ai vu auprès de proches, de jeunes gens qui me sont proches,
Et je vois bien que ils accepteront de lire sur tablette alors que le livre fait ringard pour eux. Pour eux, avoir un livre, c'est complètement ringard aujourd'hui. Des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans considèrent que franchement, et que c'est garçons ou filles, enfin je veux dire. Donc il y a quand même ça. Et cette perception de l'objet, elle est quand même aussi préoccupante. Et il est probable que le livre lui-même, si ça passe, puisse aider au moins pour des personnes qui savent lire. Enfin, je pose vraiment cette question. Vous avez parlé tout à l'heure des apprentissages. Il y a probablement un lien entre la bibliothèque et l'enseignement qui doit être renforcé et qui doit accompagner la jeunesse jusqu'à la fin du secondaire. Il y a des choses à faire dans ce sens-là. Et il y a beaucoup d'expérimentations qui sont conduites. Il y a beaucoup d'initiatives. Voilà. Il y a beaucoup. Vous avez nuancé mes propos tout à fait à raison. Je nuancerai également les vôtres. Je n'ai pas l'impression que les éditeurs ils aient uniquement le souhait d'accroître le marché, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Ils essaient plutôt d'imaginer des modèles techniques sur lesquels ils prennent peu de risques. C'est quand même ça. Parce que là, l'offre telle quelle de vente de livres jeunesse, ça ne va pas du tout. Donc, l'espace-temps, il faut s'en méfier aussi malgré tout. Et bon, si je comprends bien vos propos plus réalistes d'un point de vue financier, vous dites, pour que les bibliothèques soient convaincantes dans le débat vis-à-vis des éditeurs, il faut une masse critique d'usagers qu'on connaît un petit peu. Une masse critique d'offres aussi. Et voilà, donc c'est un petit peu les deux. Donc il faudrait que nous, en tant que bibliothèque, on dise, les bibliothèques, combien d'armées, enfin, c'est-à-dire, ça serait, on a tant d'usagers de prêt physique et il faudrait qu'on ait une masse de prêt numérique qui commence à être important. Ça se mord un petit peu la queue, mais bon. Oui, je veux encore dire, je vais revenir à ça. Je n'ai pas du tout une vision unilatérale, les uns contre les autres, j'en sais rien. Et tout le monde ne pense pas de la même manière. Et je crois qu'un marché, c'est quoi? C'est quelqu'un qui rentre sur le marché avec un truc qui marche. Et tout le monde suit. Donc, il suffira qu'un des offreurs, puisqu'on est sur un marché d'offres avec le livre, fasse une percée par une initiative importante pour que d'autres s'engouffrent dans la brèche. Je pense que c'est un peu qui commencera et on verra qui essuie les plâtres. Donc il y a aussi cette idée-là et il y a probablement un certain nombre d'acteurs qui prendront plus de risques que d'autres et qui prendront des positions dans cette affaire-là et d'autres qui viendront. Et c'est la vie je dirais, nous allons retrouver là à peu près la réalité que nous trouvons dans le fonctionnement de tous les marchés. Il n'y a aucune raison pour que ça échappe à cette réalité-là. Il y a de l'investissement, il faut qu'il y ait de la rentabilité pour pouvoir permettre à la fois le retour sur investissement, mais l'investissement futur. Donc c'est ça qui va se produire. C'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup d'argent public qui est mis pour subventionner la numérisation, les éditeurs, les bibliothèques. Donc c'est pas le pur marché. Par rapport au chiffre d'affaires de l'édition, c'est pas grand-chose. Hein. Je ne sais pas, il commence à y avoir des choses CNL, il y a aussi de la numérisation qui est aidée. Oui, il y a des aides. Donc, effectivement, c'est peut-être pas une proportion. C'est la numérisation du fonds surtout. Ce qu'on aimerait au moins, c'est que les conditions, quand il y a l'argent public qui est mis, du coup, on pense beaucoup aux bibliothèques à ce moment-là. Voilà, cette question intéressera. Ça dépend peut-être pas vous, ça certainement. Oui, ça dépend. Je pense que Lionel a des vues particulièrement perçantes sur ce sujet-là. D'ailleurs, il lève le doigt et... Je voudrais juste rebondir sur une chose. Rappelons-nous le précédent de la musique en bibliothèque. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? La musique s'est dématérialisée, les usages de la musique sont devenus numériques et l'offre aux bibliothèques n'est jamais venue. Ou alors quand elle est venue sous des formes qui étaient des versions absolument dégradées de l'offre commerciale, complètement verrouillées avec des DRM impraticables. Et là maintenant on se retrouve dans une situation où les usages de la musique sont bien là, ça y est, on a attendu que le marché structure, mais où la bibliothèque, la place de ce média dans la bibliothèque, et les discothécaires le savent bien, on a eu des déclarations de la CIM sur la musique doit avoir toute sa place en bibliothèque. Pourquoi? Parce que la musique peut perdre sa place dans la bibliothèque. Imaginons que nous soyons la génération qui laisse faire ça avec le livre. Eh bien moi, je ne serais pas tout à fait fier d'avoir participé à ça. Oui, ça... Et vous pensez que ce risque existe vraiment? Oui, je pense qu'il existe vraiment, parce qu'il y a une telle stigmatisation de choses comme la gratuité, la mission de service public et autres, et un tel aplatissement devant le fonctionnement du marché, que oui, je pense que ce risque existe. Alors moi, je vais réagir à ce que vous dites sur la gratuité. Moi, je n'ai pas du tout ce sentiment. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a un aplatissement, comme vous le dites. Je pense qu'il y a
en effet une perception critique de la notion de gratuité. Et d'un côté, il y a ceux qui veulent le tout gratuit pour tout le monde tout de suite, comme si la culture vivait de mécènes et qui aurait la bonté de financer des œuvres. Et d'un autre côté, il y a ceux pour qui la gratuité est aussi quelque chose d'un peu encadré, de tout à fait naturel, un accès gratuit à un ensemble de ressources. Donc tout ça, je pense que nous sommes dans un modèle où déjà il y a des formes de gratuité qui existent. Faut-il qu'elles soient complètement invasives et que, sous prétexte qu'il s'agit de culture et de création, ça ne fonctionne plus dans l'économie réelle? C'est une autre question. Donc je pense qu'il faut, de part et d'autre, voir comment ces choses-là peuvent se concilier. Je ne crois pas du tout qu'on soit dans... Enfin, il n'y a pas une peur, une terreur de la part des éditeurs. Je ne ressens pas cette peur-là. Et vous savez, ils sont dans leur business, c'est aussi des hommes d'affaires, et ils essaient simplement de voir concrètement comment ils vont pouvoir vendre et diffuser des produits, parce que c'est aussi des produits. Donc, ils sont dans des réalités économiques avec avec des budgets prévisionnels. C'est difficile de ne pas avoir de point de vue caricatural. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste l'idéalisme, gratuité, offre collective, et d'un autre côté réalisme parmi les fournisseurs. Ce qu'on veut dire, c'est que les fournisseurs peuvent aussi se tromper. Et a priori, sur la musique, certains se sont trompés. Bien sûr. Voilà. Et on a l'impression que sur le livre, il y a certains grands éditeurs français sont en train de se tromper. Et on est en train de dire, vous dites que la situation n'est pas critique. Il y a certains élus qui disent il n'y a plus besoin d'acheter des livres, regardez, tout est sur Internet, et donc je vais baisser le budget de la bibliothèque. Et donc nous, on se dit, c'est quand même un petit peu bête. Nous, les budgets qu'on a encore et les inscrits qu'on a encore, on pourrait très bien dire, regardez, j'ai une super offre collective qui est restreinte, qui est réfléchie, qui est un modèle. On ne peut pas simplement dire, attendons que les acteurs privés qui connaissent les réalités nous mijotent tout ça aux petits oignons, et l'espace-temps va faire son métier. Mais j'ai dit tout à l'heure que tous les acteurs peuvent contribuer à la structuration d'un marché. D'accord, voilà. Donc moi, je trouve pas ça, je trouve pas anormal que vous ayez des réflexions, des propositions. Je trouve ça anormal de la part de personne. Ça me paraît être un fonctionnement. C'est même pas seulement démocratique, c'est un fonctionnement. Si on veut, on est dans des réalités extrêmement dynamiques, tout le monde peut y prendre part. Ce sont des réalités dynamiques. Donc après, qu'il y ait des acteurs qui ne souhaitent pas s'y engouffrer totalement tout de suite, c'est vrai. Mais en même temps, vous parliez tout à l'heure du deuxième éditeur mondial. Il a une pratique des ventes numériques aux États-Unis qui est très importante. Il a des anticipations sur ce marché. Il sait qu'il va réaliser à peu près 15% de son chiffre d'affaires à terme par ce biais. Et donc, il est en mesure d'apprécier les évolutions de ces marchés de par le monde. Il est aussi un acteur important en Grande-Bretagne. Donc, je crois que c'est pas... on ne peut pas avoir une vision caricaturale et on n'a pas à se dresser les uns contre les autres. On peut y avoir des arguments, un peu de polémique, il y a forcément de la dialectique. Mais plus la dialectique sera fine et comportera des propositions pour des expérimentations ou des solutions possibles, mieux ça marchera. Je crois qu'il ne faut pas relâcher son effort pour trouver des voies d'évolution. Et encore une fois, elles n'existeront pas avec celui-là, mais elles existeront avec d'autres, et d'autres suivront. Donc je ne pense pas que ce soit la mort du petit cheval. Oui, alors vous avez parlé de dialectique et d'espace-temps, donc je ne peux pas m'empêcher de citer Hegel, qui, quand il faisait référence à l'empereur romain, dont j'ai oublié le nom, le général romain qui passait sous les murs d'une cité qui était assiégée, qui s'est fait tuer par une tuile qui avait été jetée par un des citoyens. Et Hegel conclut, c'est l'espace-temps qui l'a tué. Voilà. mais en fait, pour être sérieux, vous nous renvoyez un peu à notre rôle en disant c'est aussi à vous, bibliothèque, d'être plus structuré, de moi, je ne vous renvoie à rien. Je dis que les uns et les autres, nous sommes responsables de notre propre avenir. Et nous devons tous y contribuer d'une manière positive et concrète. Nous devons donc réfléchir et discuter les conditions dans lesquelles nous opérons et ce que nous faisons. Mettre en valeur les bienfaits que nous apportons à la collectivité et aussi la façon dont nous pouvons le faire pour garantir à tous
des situations viables pour les uns et pour les autres. Moi, j'ai eu une relation au début légèrement dialectique avec le milieu des bibliothèques, mais les années ont passé, après l'implantation du droit de prêt, et j'ai une relation quasiment irénique avec vous. Donc, je n'ai pas de point de vue hostile. Il y a aussi des problématiques qui sont les vôtres, qui sont des problématiques de votre propre rôle dans l'avenir, que vous avez évoqué tout à l'heure. Et quelles seront les prestations que vous accorderez à vos publics, et de quoi vos publics ont besoin, comment vous allez spécialiser vos offres, l'ensemble des prestations, en quoi les gens ont aussi besoin de se rencontrer, de se voir, d'être présents l'un à l'autre et pas seulement distants. Il y a énormément de réflexions sur les évolutions sociales qui accompagnent les phénomènes culturels. Et donc, ces évolutions sociales, non seulement les accompagnent, mais d'une certaine manière, les conditionnent aussi. Donc, c'est à tout cela qu'il faut veiller. Alors, je dois avoir un rappel qui sonne, j'ai bien mis. On a beau mettre en sourdine, les rappels sonnent quand même. Donc, ça, c'est dramatique. Mais c'est comme donc, ça. j'en profite pour dire, donc, puisque vous avez une relation irénique avec les bibliothèques, on souhaiterait... Voilà, vous avez compris qu'on souhaite mettre en place une réaction irénique sur le numérique. Oui. Moi, je peux très bien vous rencontrer, mais j'aimerais qu'il y ait, si vous voulez, un ensemble d'abord un petit bilan. Donc nous aimons aussi les documents, des études, d'une proposition, des constats, et qui ne soient pas des procès d'intention, mais des évaluations concrètes d'un certain nombre de situations, de besoins, et des pistes de solutions pour les satisfaire et qu'on puisse en parler. Moi, je ne suis pas du tout hostile à ça. Et de voir quelle part on pourrait y prendre. Vous savez, Sophia, moi-même, un jour ou l'autre, je cesserai de contribuer à cette belle activité. Mais Sophia elle-même est assez dépendante, pas seulement parce qu'elle s'occupe de la copie privée numérique, mais du droit de prêt. On voit bien que s'il y a une baisse des budgets sur les acquisitions physiques, il y aura naturellement une baisse des revenus de Sophia. Et il y aura une interrogation sur la part qui prend l'État en finançant par le nombre d'inscrits. Donc, tout ça, c'est un ensemble de phénomènes politico-économiques dans lesquels nous sommes inscrits. Et je ne me mets pas, je ne me place pas sur, ou je ne reste pas dans ma tour d'ivoire, voilà. Oui, si vous voulez, on pense, nos bibliothèques, avoir suffisamment d'éléments, même à titre de bilan, pour prouver que ce phénomène n'est pas naturel de baisse de budget et automatique. Et en vertu de documents, donc il y a par exemple une étude de Carrel sur les achats en 2010 de ressources numériques. En termes de bilan, il y a déjà une proposition, un document de l'IABD sur des propositions, j'en ai cité quelques-unes, sur faire des propositions publiques. Donc, et par contre, on ne peut pas non plus tout mettre le poids. Si on a du mal à faire des bilans, c'est aussi parce que les outils à gérer pour les... Faites de votre mieux, saisissez-nous et puis nous nous rencontrerons. Parce qu'encore une fois, la Sophia n'est pas qu'un outil des éditeurs, c'est aussi un outil des auteurs. Les auteurs et les éditeurs ont parfois des convergences de point de vue sur un certain nombre de questions, mais ils sont aussi animés de préoccupations qui peuvent être différentes, notamment pour... les auteurs qui sont des créateurs d'œuvres et qui sont des personnes sensibles à des facteurs de notoriété ou de diffusion un peu différentes de ce que peut être un éditeur qui ne cherche pas nécessairement, en dehors de la notoriété de sa marque, un bénéfice imaginaire, si vous voulez, de la même manière que ça peut être. Donc nous, on peut tout à fait être saisis, on peut tout à fait se voir, mais je souhaite que ce ne soit pas seulement une discussion comme ça, on ait des documents à discuter. Il y a un document qui a été produit par le plan de stratégie du gouvernement qui cite justement, qui fait des propositions qui vont dans le sens d'offres collectives. Si je peux me permettre, je voudrais rappeler quand même que ce congrès parle de politique publique. Donc à un moment donné, c'est vrai que nous allons interpeller les puissances publiques. Et dans un dialogue qui ne sera pas direct avec les éditeurs. Je crois qu'il existe aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'autres acteurs, et qu'autour de la table, il faut qu'on en parle. C'est gentil de nous dire de faire de notre mieux, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Je pense qu'il faudra qu'on mette le débat un peu plus haut. Mon indication, c'est vis-à-vis de nous. Ce n'est pas pour vous dire, encore une fois, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Donc, ce n'est pas du tout mon intention. Elle n'est jamais entrée. Ce n'est même pas une intention que je freine. Je n'ai ça à l'égard de personne. Personnellement, je ne fonctionne pas comme ça mentalement. Donc, je ne risque pas d'avoir cette attitude vis-à-vis de vous. Vous faites ce que vous voulez de votre côté. La question n'est pas là. Mais puisqu'on me dit est-ce qu'on peut se rencontrer, je vous dis oui. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on discute sur un ensemble de bases concrètes, qu'il y ait des apports, que ça nous permette d'être
un premier point d'ancrage à partir duquel on ait des arguments, des contre-arguments. Et ce n'est pas seulement des arguments. On pourra regarder les faits, voir à peu près quels sont les autres constats auxquels on peut procéder et voir si ces constats sont compatibles, quelles sont les marges de manœuvre qui s'offrent à nous. Évidemment, dans une relation qui a un caractère privé, parce que si je suis investi d'une mission d'intérêt général au titre du droit de prêt parce que c'est une licence légale et que je dois l'accomplir au bénéfice de tous sans distinction de mes membres ou non-membres, il n'empêche que sur les autres sujets, je suis rendu à ma condition qui est d'être un petit organisme privé qui est présent dans l'ensemble de la chaîne du livre, parce qu'entre les assujettis et les bénéficiaires, il y a tout le monde. Donc on peut se rencontrer là si vous le souhaitez. Moi, je suis à votre disposition, c'est tout ce que je dis. Mais simplement, au lieu de simplement se battre les cuisses pour se dire « oh là là, quand est-ce que ça va venir ?», qu'on parte avec quelque chose d'un peu plus concret, qu'on essaie d'arrimer un minimum de solutions et puis qu'on puisse proposer, qu'on ait une proposition articulée en commun. Voilà. C'est tout. Voilà, donc en tout cas, on vous remercie tout à fait. Voilà. On entend souvent l'expression « chaîne du livre ». Et on essaye à la fois de joindre les anneaux de manière de plus en plus solidaire. Quand on peut, voilà. Est-ce qu'on prend une dernière question peut-être pour... Non, on ne prend pas de dernière question, c'est terminé. Voilà. Parce que Nathalie m'a envoyé un SMS pour me dire on devait finir à 11h30, donc il faut qu'on laisse la place. Effectivement, s'il y a des liens qui sont beaucoup plus resserrés entre les propositions du Carrel et de l'IABD, et si la SOFIA peut soutenir par des propositions... on est à votre disposition, qui on vous accueillera. Les éditeurs, ça serait possible. Encore une fois, on ne vit pas dans la peur, il n'y a pas de peur à avoir. On a un avenir à affronter en commun, et cet avenir, il est déjà là. Voilà. On est au début de cet avenir, parce qu'on n'arrêtera pas l'évolution des technologies, et on n'arrêtera pas l'évolution des usages et des pratiques culturelles. Donc il faut s'inscrire dans tout cela et avoir une force de proposition qui soit satisfaisante pour tous. Maintenant, ce qui a été évoqué comme moyens politiques, je ne doute pas que vous puissiez les actionner comme les autres le feront également. Enfin, ça c'est la vie publique. Pour ma part, je ne suis pas là-dedans. J'essaie de rendre service, c'est tout. Si on peut arriver concrètement à quelque chose, on le fera. Voilà, merci pour votre attention. Le guide que tu es